Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire. Comme d'habitude, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Vous allez recevoir le replay dès la fin de la session. On le mettra également en ligne sur le site de l'agence avec le support de présentation. Nous avons 4 intervenants aujourd'hui pour ce webinaire. Je leur passe la main et puis bon webinaire à tous. Merci Elodie, j'espère que vous m'entendez bien. Donc aujourd'hui, nous allons vous parler du référentiel des exigences d'interopérabilité pour les dispositifs médico-numériques de télésurveillance. Donc tout d'abord, quelques consignes. Donc merci de couper vos micros, de désactiver vos webcams. Pour poser vos questions, n'hésitez pas via le chat ou les questions. Nous allons essayer d'y répondre à la fin de chaque partie. De toute façon, si on n'a pas le temps ou si on n'a pas les réponses, on vous enverra tout ça par écrit un petit peu après ce webinaire. Il y aura 4 parties et 4 intervenants, comme le disait Elodie, à ce webinaire. Donc tout d'abord, une introduction un petit peu générale sur le sujet dont je vais m'occuper. Ensuite, il y aura une présentation rapide de PAM-FR par Johan Poiron d'Interop Santé. Puis nous enchaînerons avec la présentation des exigences au niveau interopérabilité et les cas d'usage avec Philippe Finet, expert interopérabilité à l'ANS. Pour finir, il y aura la dernière partie donc avec Maël Priour de l'ANS aussi, en partenariat avec Kereval, pour vous présenter l'espace des tests. Voilà. Sur cette partie introduction du projet de la certification des dispositifs médico-numériques, je vais déjà replacer un petit peu le contexte réglementaire et l'ouverture du guichet qui, pour l'instant, est donc dans une phase transitoire. On verra ce que ça signifie assez rapidement. Je vous présenterai aussi donc le périmètre de la V1 du référentiel. Donc un petit peu de réglementaire déjà, pour s'inscrire, pour être remboursé au niveau des dispositifs médicaux de télésurveillance, il faudra vous inscrire sur une liste. C'est une nouvelle liste qu'on appelle donc la liste des activités de télésurveillance. Et pour s'inscrire sur cette liste, il vous faudra donc un certificat de conformité au référentiel d'interopérabilité et de sécurité. C'est un certificat donc sur ce référentiel dont on va vous parler. Pour l'instant, le décret n'a pas encore été signé. Ça signifie que pour l'instant, l'ANS n'est pas encore habilitée à, à, à- à fournir des certificats et à donner des avis sur toutes les preuves. Néanmoins, il faut savoir donc que le référentiel d'interopérabilité de sécurité a été publié au journal officiel donc fin juillet. Ça nous permet d'ouvrir le guichet dans un mode transitoire. Et surtout, pour vous, ça vous permet de commencer à déposer vos dossiers dans le guichet et aussi de déposer vos preuves. On va voir ça un petit peu plus en détail après, mais vous allez pouvoir commencer à travailler. Dans le guichet des dispositifs médico-numériques, on a ouvert donc 2 parcours. Le parcours en ligne générique qui concerne principalement donc les 5 pathologies d'étape. Je rappelle rapidement les 5 pathologies, c'est l'insuffisance rénale chronique, le diabète, l'insuffisance cardiaque, l'insuffisance respiratoire et les prothèses cardiaques implantables. Il y a aussi donc le parcours en nom de marque pour tous les autres dispositifs de télésurveillance sur les autres pathologies. Voilà. Donc un tout petit rappel. La certification de l'ANS n'est qu'une partie du parcours. Sur la partie nom de marque, par exemple, il vous faudra ensuite déposer un dossier auprès de la CNEDIS pour faire une évaluation de la solution. Voilà. Toute cette partie a été déjà bien détaillée dans un webinaire qui a eu lieu le 25 août
sur le sujet. Donc je vous ai rappelé là le lien, il sera dans la présentation qui vous sera envoyée. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, mais il y a peut-être déjà des réponses dans ce webinaire-là. Alors, la phase transitoire, donc, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement, le fait que l'ANS n'est pas encore habilité, puisque c'est le décret, qui le permettra, donc à fournir, des réponses officielles, tant au niveau de la recevabilité du dossier que des preuves de conformité. Néanmoins, donc vous pouvez déposer le dossier et l'ANS va, déjà vous dire si effectivement, d'une manière, non officielle, si, les pièces que vous avez données sont correctes et le point important, c'est qu'après vous pouvez aussi, déposer, des preuves de conformité et là, on pourra aussi vous dire à titre informatif si effectivement les preuves que vous avez fournies, peuvent être bonnes ou pas. Voilà, donc ça permettra vraiment de gagner beaucoup de temps quand le guichet ouvrira en mode nominal et en mode, certification. Donc c'est vraiment pour vous aider à bien démarrer, tous les développements. Voilà, Heu, donc effectivement, sur cette phase, transitoire, il y a quelques particularités. Il vous faut, envoyer donc, un fichier avec l'ensemble des preuves, par section. Donc on entend les sections, l'INS par exemple ou ProSanté Connect ou, l'annuaire de santé par exemple. Donc ça, c'est assez spécifique parce que pour l'instant, on ne peut pas, fournir la recevabilité du dossier. Donc quand le guichet sera ouvert en mode nominal, bien sûr, ce sera beaucoup plus simple. Vous pourrez associer directement une preuve à un scénario et une exigence. Mais pour l'instant, il faut donc, envoyer via l'outil Convergence, vos preuves dans un fichier où j'ai rappelé les règles de nommage en bas de slide. Voilà. Donc, pour rappel, le périmètre d'application, là, c'est donc tous les dispositifs médico-numériques de télésurveillance. Il ne concerne pas les accessoires de collecte, ou les objets connectés. Donc, au niveau des différentes sections, du référentiel, donc il y a une section INS, une section, Pro Santé Connect, annuaire de santé, RGPD et portabilité des données et aussi donc identification électronique, que ce soit des usagers ou des professionnels de santé. Voilà, donc ça, c'était pour, donner un petit peu le contexte général, de cette présentation. Donc là, on va maintenant, parler exclusivement de la partie, interopérabilité et donc c'est une exigence qui est dans la section INS et particulièrement donc l'INS 45, où il y a donc dedans, 3 scénarios et 6 preuves à fournir. Voilà, donc si vous avez des questions, assez générales, n'hésitez pas. Je vous ai remis aussi le lien vers le formulaire qui se trouve, dans le portail industriel. Alors c'est un petit peu petit, mais il y a aussi le sujet conformité et le produit service, qui est certification des dispositifs médico-numériques. Voilà, si vous sélectionnez ça dans le formulaire, les questions arriveront directement dans, l'équipe, télésanté, en charge du référentiel. Voilà, donc peut-être Élodie, on a quelques questions, sur la partie, l'introduction. Non, on n'a pas de questions. Visiblement, c'était très, très clair. Bon et bien tant mieux. Donc si vous avez des questions, donc n'hésitez pas, je pourrai y répondre, la call et puis, je vais donc laisser la parole à Johan d'Interop Santé, pour la présentation de PAM FR. Bonjour à tous. Donc moi, ce que je vais vous présenter ici en quelques slides, c'est principalement les concepts IHE et principalement ce qui va nous concerner la transaction ITI 30 pour ensuite voir un exemple de message que vous pourriez rencontrer lors de vos scénarios. Donc un petit rappel sur les concepts IHE. Donc on parle de profil IHE. Un profil, ça décrit tout simplement un ensemble des flux
d'informations supportant un processus. Généralement, il se base sur de multiples cas d'usage. Ensuite, on va parler de transactions, où là, on va avoir un ensemble de messages à transmettre entre deux acteurs dans un contexte donné. Et la finalité derrière, c'est un contenu qui va être échangé au moyen d'une transaction. Donc aujourd'hui, la couverture fonctionnelle d'IHEPAM, c'est la diffusion de l'identité du patient à l'intérieur d'un domaine d'identification et également la diffusion des venus et mouvements. Dans notre scénario aujourd'hui, ça va être la diffusion de l'identité du patient à l'intérieur du domaine d'identification. Le fonctionnement, c'est un fonctionnement en mode broadcast. Donc, ça veut dire dès qu'il va y avoir un événement qui va être constaté sur un poste d'utilisateur, celui-ci va se traduire instantanément par un message qui va être diffusé au système abonné. Et ce message, c'est un message en HL7. En termes de couverture fonctionnelle, on va retrouver deux grands acteurs. Le patient démographique supplier, qui s'occupe de gérer et envoyer les éléments démographiques d'un patient, et le patient démographique consumer, qui lui réceptionne les éléments démographiques d'un patient. Les deux autres acteurs qui rentrent en jeu dans le profil IHEPAM s'occupent de gérer les venus et les mouvements du patient, que ce soit en émission ou en réception, en étant patient encounter supplier et patient encounter consumer. En termes d'architecture applicative, voilà un petit exemple de scénario que l'on peut retrouver aujourd'hui. On a, en tant que patient démographique supplier, donc l'initiateur de toutes les données démographiques du patient, ici sont représentées par un système de gamme. On va envoyer à travers la transaction ITI30 qu'on va voir juste après, toute la partie identité du patient. Et ensuite, on va avoir un patient démographique consumer, tout type d'application au sein de l'établissement, qui va réceptionner les informations liées au patient. Aujourd'hui, on a une extension française du profil IHEPAM. IHEPAM, c'est un profil international. On a une extension française qui va rajouter des options de transactions obligatoires, des segments supplémentaires, mais également des spécifications spécifiques au territoire français, notamment sur le remplissage des champs. Donc aujourd'hui, on a publié deux guides complets sur l'extension française. Vous retrouverez ces documents, on vous mettra les liens, ils seront directement accessibles là, depuis la présentation. Ils se retrouvent sur le site d'Interop Santé. Et vous retrouvez donc le guide, le premier qui est l'extension française du profil IHEPAM, où vous allez retrouver toute la description textuelle des champs et des segments qui concernent le profil, et également un autre document qui contient toutes les contraintes françaises sur les types de données, notamment comment on définit un nom de naissance, comment on définit l'adresse de naissance, etc., etc. On va retrouver deux documents complets sur ce profil. Donc la transaction ITI30, un petit focus sur celle-ci puisqu'elle nous intéresse. Elle a deux options, l'option merge et l'option link unlink. Nous, en France, les options qui est obligatoire, c'est uniquement l'option merge. Et cela signifie qu'on va avoir quatre types d'événements dans notre transaction. On va avoir la création d'un nouveau patient qui va se matérialiser par un message A28, une mise à jour d'information du patient qui va se matérialiser par un message A31, un changement de la liste d'identifiant du patient par un A47 et une fusion des deux dossiers par un message A40. On va juste voir par la suite dans la présentation exactement à quoi correspondent ces messages. Donc voilà un petit exemple de message A28 de création de patient. Donc on va retrouver toute une série d'informations dans le message. On va retrouver évidemment tout ce qui concerne le patient, mais également le médecin traitant, éventuellement quelques observations qui concernent ce patient, et puis les autres médecins et les allergies qu'on peut avoir déclarées sur notre patient. Ici, on a voulu vous mettre un petit exemple de scénario commun que vous allez retrouver dans quasi la globalité des applications. Donc, M. Bernard Durand est hospitalisé d'une décompensation aiguë d'insuffisance cardiaque dans un hôpital X.
Pour éviter une réhospitalisation, le patient a donné son consentement pour être pris en charge par la télésurveillance lors de sa sortie. Pour que le système puisse intégrer l'INS de ce patient, un message est émis du DPI de l'hôpital vers le DMN de télésurveillance. Donc ici, je vous ai pris une petite portion d'un message HL7, donc de ce que l'on va retrouver dans le message. Donc, ce que vous avez en premier en encadré rose, c'est tout simplement un identifiant local du patient. C'est généralement, on le nomme l'IPP du patient. Ensuite, on va avoir un autre identifiant, une autre série d'identifiants qui va être cette fois-ci l'identifiant national du patient avec son INS. Ensuite, on va retrouver le nom et le prénom de naissance du patient, sa date de naissance, son sexe, son adresse de naissance, son statut marital et enfin son statut de l'identité qui nous permettra, avec le statut d'identité plus l'INS, de savoir qu'on est sur une identité qualifiée et dans ce cas-là, on peut diffuser l'identité au sein du système d'information. Voilà concernant la partie interop santé sur un focus sur IHEPAM. Donc, Philippe, je te laisse la main. Ok, voilà, merci. Donc là, s'il n'y a pas de question, donc moi, bonjour à tous. Donc je vais vous présenter les exigences et des cas d'usage pour les DMN de télésurveillance. On est donc voilà. Donc, d'abord, je reviens effectivement sur un aspect réglementaire avant d'aller un peu plus loin. Donc, d'abord, vous voyez, l'INS est obligatoire depuis la loi, depuis le 1er janvier 2021. Voilà, donc après, forcément, on a ce qui est intéressant par rapport à ça, on a le référentiel d'identification nationale de santé qui est publié au journal officiel le 8 juin. Et après, derrière, forcément, pour pouvoir la mise en place d'une NS, il y a un guide d'implémentation de l'NS et déclinaison des règles, c'est-à-dire que par rapport aux règles qui sont définies, donc on précise comment mettre en place, comment répondre à ces règles dans le référentiel de l'NS. Et ensuite, bien sûr, aussi bien on tient compte dans ce guide d'implémentation de l'NS, aussi bien du référentiel d'identifiant national de santé et également du référentiel national d'identito-vigilance qui est plutôt élaboré pour l'organisation d'identito-vigilance au sein des établissements de santé. Donc après, forcément, on va décliner au niveau de à un moment donné de l'exigence de l'INS dans le référentiel V1 d'interopérabilité, de sécurité de solutions de télésurveillance pour l'implémentation de l'INS. Voilà. Et ensuite, à un moment donné, là, ce que je mets également un peu, je rappelle, c'est que derrière, au niveau pour l'INS, je rappelle le cadre, vous avez d'un côté le matricule INS, d'une part, les 5 traits d'identité qui est à mettre en place, donc le nom, le prénom, comment je veux dire, le code de lieu de naissance, à un moment donné, et le sexe. Donc voilà. Et puis également, parce qu'effectivement, pour ne pas oublier, il y a aussi ce qui est à prendre en compte, c'est l'organisme, l'OID de l'organisme qui a affecté l'INS. Donc là, pour être plus précis, je reprends l'énoncé de l'INS 45 du référentiel V1 pour les dispositifs numériques de télésurveillance. Donc là, je le lis intégralement pour bien préciser les choses. Donc, le système doit être en capacité d'intégrer l'INS en provenance de son domaine d'identification en création, mise à jour et suppression à partir d'un flux HEPAM ou HSTT conformément référentiel aux extensions françaises du profil IHEPAM que effectivement a précisé Johan. Donc, cette prise en charge de l'identification nationale de santé, à un moment donné, ce qu'il faut bien aussi faire comprendre comme message, c'est un premier pas. Donc, dans un premier pas, effectivement, pour les futurs échanges de données de santé avec différents organismes, institutions ou autres, et différents acteurs, si je peux dire. Donc, dans les centres d'interopérabilité, les volets du CISIS. Et voilà. Donc,
Donc là, pour que ça soit bien précis, donc le standard utilisé, ça va être IHE-PAM, extension française, avec un message HS7 ADT qu'a précisé Johan. Et là, je précise, je reviens là-dessus, c'est vraiment un premier pas pour, pour pouvoir effectivement échanger des données de santé avec différents acteurs. Donc là, on voit bien que par rapport à l'INS, par rapport, ils peuvent venir, il y aura des systèmes tiers qui pourra, de domaines d'identification qui pourront procurer l'INS. Donc aussi bien je reviendrai dessus au niveau des différents cas d'usage, ça pourrait être la gamme ou les DPI au sein même établissement de santé, ça pourrait être également au niveau des cabinets médicaux privés ou voilà, qui pourraient également, qui sont des systèmes tiers d'identification, de domaine d'identification de l'INS. Bien sûr, après, c'est un premier pas, j'insiste un peu là-dessus, pour pouvoir, dans un second temps, pouvoir échanger des données de santé avec différents organismes, différents acteurs. Là, je reprends la définition qui est pour moi très importante à prendre en compte. C'est le domaine d'identification. Donc, le domaine d'identification, il regroupe au sein d'une organisation de santé toutes les applications qui utilisent les mêmes identifiants pour désigner un patient. C'est-à-dire que à un moment donné, ce que j'ai mis dans l'autre caractéristique du domaine d'identification, c'est-à-dire qu'à un moment donné, si pour un même patient qui est, par exemple, pour donner un exemple, qui est à l'hôpital, ensuite qui est inscrit à l'hôpital, et ensuite qui va être inclus dans un programme de télésurveillance, on considère qu'il va être reconnu par une même identité numérique à travers une base d'identité commune. Donc là, il n'y a pas toujours cette notion effectivement géographique, c'est-à-dire que le principal, à un moment donné, pour le consommer, pour recevoir les NS, il faut, je veux dire, la règle, c'est de faire partie du même domaine d'identification, avec effectivement une base commune de l'identité du patient. Donc, je reviens vraiment par rapport au profil IHE-PAM FR, hein, l'extension française. Donc, au niveau de l'exigence 45, donc pour tous les dispositifs médicaux numériques de la TLSV, c'est-à-dire qu'on leur demande, en cas d'être en mesure de récupérer l'identité d'un système tiers du domaine d'identification, donc on doit avoir forcément la capacité à réceptionner les flux IHE-PAM. Donc là, l'utilisation, comme a précisé Johan, c'est l'utilisation de la transaction ITI 30. Tout simple, voilà. Parce que là, pourquoi ITI 30? Parce que tout simplement, il n'y aura pas de cas d'usage, il y aura des mouvements au sein même de différents services, comme il peut y avoir dans un hôpital. Il y a d'autres règles qui sont importantes à préciser parce que là, à un moment donné, j'insiste également sur cette règle parce que ça peut être dans certains cas qui peut être problématique, il faut toujours les prendre en compte. C'est-à-dire que si un acteur qui consomme une identité, qui reçoit une identité, à un moment donné, si par rapport à ce qu'il reçoit, il n'a, comment je veux dire, si l'identité du système tiers d'identification, à un moment donné, c'est pas une entité qualifiée, dans ce cas-là, ce qu'il va recevoir, il n'y aura pas le matricule INS, il n'y aura pas l'OID de l'organisme du système tiers d'identité. Dans ce cas-là, effectivement, s'il n'y a que les 5 traits qui sont simplement transmis, automatiquement, ça sera pas une entité qualifiée. Autre règle que j'ai précisée également qui peut effectivement qui pourrait vous arriver tout simplement, c'est-à-dire que si vous devez recevoir une identité d'un autre domaine d'identification, automatiquement dans ces cas-là, même si vous recevez l'ensemble des données, l'INS, les 5 traits et également l'OID du système tiers, je veux dire qui gère l'identité, à un moment donné, dans ce cas-là, vous serez dans l'obligation forcément d'avoir recours à une opération de vérification NSI, donc téléservice NSI, pour pouvoir effectivement y avoir un retour OK, pour bien prendre en compte toutes les données de l'INS qui peuvent être intégrées automatiquement.
je reviens au niveau du profil d'intégration HEPAM. Donc, Johan a précisé tout à l'heure qu'il pouvait y avoir différents acteurs, notamment le Patient Demographic Supplier. Donc, à partir de là, en revanche, nous, dans notre cas d'usage, et ce qui est demandé, c'est simplement donc recevoir passivement, c'est consommer et recevoir passivement l'identité des patients. Donc, pour tous les dispositifs médicaux numériques de télésurveillance. Dans ce cas-là, les différents cas d'usage qui ont été surtout répertoriés, par exemple, c'est l'inclusion du patient à la télésurveillance à l'hôpital lors de sa sortie. Exemple, j'ai donné un autre exemple, c'est un suivi des prothèses cardiaques, donc un télésuivi des prothèses cardiaques implantées. Donc, Johan a également précisé un autre exemple avec quelqu'un qui a une insuffisance cardiaque, ensuite qui est dans un second temps télésuivi. Il peut y avoir aussi l'inclusion du patient à télésurveillance dans un cabinet médical de ville. Donc là, ce que je vous encourage, si vous avez différents cas d'usage non exhaustifs, donc, il vous a déjà donné une possibilité de vous adresser, de vous poser, de citer ça, de poser également des questions. Mais aussi, je vous invite, même si ce n'est pas le même référentiel qui concerne les DMN de télésurveillance, mais malgré tout, de citer d'autres cas d'usage possibles au référentiel interopérabilité des dispositifs médicaux numériques, hein, qui est toujours ouvert. Donc là, tout simplement, j'ai représenté les différents cas d'usage identifiés. Donc, en premier lieu, c'est-à-dire quand il y a une inclusion du patient dans un établissement de santé, hein, donc voilà, donc il peut y avoir forcément donc en tant que consommateur d'identité, recevoir l'INS et ses différentes données, les 5 traits d'une gamme, par exemple, donc avec la transaction ITI 30, hein, et puis également la possibilité qui correspond également à l'exemple donné par Johan, à un moment donné, c'est recevoir l'identité d'un DPI, d'un établissement de santé. Autre cas d'usage également répertorié, c'est que à un moment donné, dans certains cas, la consommation de l'identité, la réception du message AC7 ADT peut provenir aussi d'un cabinet médical, hein. Dans ces cas-là, la solution de télésurveillance est toujours consommateur d'identité. C'est également le deuxième type de cas d'usage répertorié. Donc là, c'est une présentation simple, hein. Donc là, je vois qu'il y a des questions au niveau du chat. Oui, alors on a une question. On fait comment pour interroger l'identification à distance? Comment interroger? Donc là, pour interroger l'identification à distance, c'est dans le cas à un moment donné, c'est dans le cas du téléservice. Hein. Dans le cas du téléservice, Yves, si tu peux compléter ma réponse. Attends, tu veux répéter, s'il te plaît, Philippe? Ouais. La question, c'était on fait comment pour interroger l'identification à distance? Alors là, j'avoue que je ne comprends pas trop la question. Je crois que la personne est en train de compléter sa question à l'écrit. En attendant, on peut prendre une autre question. Oui. Quel est l'intérêt à implémenter si le système n'est pas concerné par le cas d'usage? Voilà. Donc, si le système n'est pas effectivement concerné par le cas d'usage, soit c'est un cas d'usage non répertorié, donc ça c'est intéressant de faire remonter l'information, ou soit effectivement il n'est pas forcément besoin effectivement de recevoir l'identité lui-même, par exemple, peut être référentiel d'identité. Il n'y a pas forcément besoin de réceptionner, gérer l'identité d'une autre solution ou d'un autre Oui, alors logiciel. là, ça fait, ouais, je vais compléter la réponse de Philippe parce qu'en fait, c'est effectivement, c'était une question complémentaire à laquelle j'ai répondu dans le chat.
en fait, la consommation d'identité INS est obligatoire pour tous les systèmes de télésurveillance, qu'ils soient référentiels d'identité ou esclaves, bien sûr. Donc, dans le cas, donc la question, je pense, porte si le système est effectivement référentiel d'identité. Pourquoi on demande la consommation d'identité? En fait, tout simplement Ouais. parce qu'on veut forcer, nous, les systèmes, à être vraiment interopérables avec les hôpitaux, etc., et qu'on ne maîtrise pas forcément où vont être déployés les systèmes de télésurveillance. Ouais. Ils peuvent être déployés de temps en temps, où il y aura déjà d'autres logiciels référentiels d'identité, ou dans certains cas, ce sera pas le cas. C'est ça, oui. Puis pour compléter effectivement la réponse de Yves, à un moment donné, en fait, à un moment donné, il peut toujours y avoir différents cas d'usage, ou même si la solution est référentielle d'identité, il nécessiter pour une quelconque raison récupérer l'identité du patient d'une autre solution qui pourrait être également, dans ce cas-là, référentielle d'identité. Donc d'où la notion de profil général et cette demande et cette exigence qui est demandée à toutes les solutions. On a une question, enfin la suite de la question. Donc même si on n'a aucune intention de faire la diffusion d'une identité INS, nous sommes obligés d'implémenter ces appels? J'ai pas trop compris la question. Alors, là, on ne parle Ouais. pas de la diffusion, hein, de l'identité, mais on parle bien de la consommation de l'identité. Consommation, voilà. Donc pour l'instant, dans la version 1 du référentiel, il n'y a pas d'exigence qui concerne la diffusion de l'identité. Donc ce cas-là n'est pas, voilà, n'est pas pris en charge. Mais si vous deviez diffuser l'identité, si vous aviez ce cas d'usage, bah, pour l'instant, nous, on va pas le vérifier. Mais bien sûr, on vous invite à à faire les choses avec tout le cadre d'interopérabilité qui existe. Mais pour l'instant, on ne le contrôle pas. Et donc pour la consommation de l'identité, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est effectivement, ça, c'est obligatoire pour tous les systèmes de télésurveillance. Alors, Après, c'est ça. J'ai une autre question dans le chat. C'est bonjour, sommes-nous obligés d'implémenter ces appels en HS7 si on ne compte pas d'échanger ces données avec un tiers? Non, effectivement, si là, à un moment donné, nous sommes dans le cas d'une consommation d'identité, réception d'identité nécessaire effectivement au fonctionnement de la solution, s'il n'y a pas besoin de ces échanges de données, donc là, on n'est pas obligé s'il n'y a pas d'échange avec. Ah oui, il faut voir mais il faudrait préciser hein, là, parce que là, quand je lis la question, ça peut être à double sens. Donc, s'il n'y a pas, voilà, à un moment donné, voilà, si. dans ce cas-là, oui, Oui, on laissera oui. peut-être la personne préciser la question, mais La question, oui, mmh, je préfère, oui. Oui, oui, parce que pour nous, dans ouais, le référentiel, hein, c'est oui. bien quelque chose qui est obligatoire. Donc Obligatoire, voilà, voilà. voilà. Mmh. Donc je sais pas, peut-être, la personne peut préciser son cas d'usage éventuellement. J'ai vu qu'il y avait une autre question, je ne sais pas si on a encore un petit peu le temps, je pense que oui. Je vois une question de Camille, Desmarques, qui demande si, nous sommes interopérés avec les établissements de santé et donc dans le même domaine d'identification, devons-nous faire appel au téléservice INSI? Heu, donc ça, c'est typiquement le cas. Voilà. Voilà, je ne sais pas, Philippe, si tu veux répondre? Voilà, tout à fait. C'est pour ça que j'ai reprécisé la définition du domaine d'identification. Si le patient, effectivement, est identifié dans l'établissement de santé avec la même base d'identité, on reprend effectivement, il va en télésurveillance, mais il est connu au niveau de l'hôpital. Les médecins de l'hôpital utilisent votre solution, donc logiquement avec les mêmes principes, base d'identité différents des patients. Donc, dans ce cas-là, si vous êtes dans le même domaine d'identification, vous consommez l'identification, vous n'avez pas forcément faire appel au téléservice.
Voilà, donc là, dans ce cas-là, vous n'avez vraiment pas besoin de faire appel au téléservice et ça vous fait des développements en moins. Ouais. Et faut pas oublier qu'effectivement, c'est l'objectif de ce référentiel, c'est vraiment de faire de l'interopérabilité et d'aller récupérer les informations du patient. Si l'INS a déjà été qualifié dans un établissement de santé, il faut aller la récupérer à cet endroit-là. Et c'est pour ça que nous, on exige vraiment que cette interopérabilité existe, quel que soit le système de télésurveillance, pour que dans tous les cas, il puisse consommer l'identité si des fois il est déployé dans un endroit où il peut la récupérer. Et que le cas où il doit être référentiel d'identité, c'est les cas où effectivement il ne peut pas récupérer cette identité, où là effectivement, là on n'a pas le choix, il faut effectivement faire les appels au téléservice et recréer l'identité. Voilà. Donc là, il y a d'autres questions. Exigence INS 41, INS 42. Donc là, on est vraiment dans le cas des webinaires, on est vraiment dans le webinaire de la consommation et de la réception des messages donc, de l'INS. Donc effectivement, je veux dire, les exigences INS 41 et 42, c'est un autre sujet, c'est d'autres sujets. Alors, je vois que Amina a précisé sa question. Elle nous dit: «Dans notre cas, on inclut des patients avec un QR code et actuellement, le patient s'identifie avec un numéro de téléphone. On veut bien se conformer pour aller interroger cette identité du patient à distance». Heu bah, là, vous êtes dans le cas où effectivement vous créez des patients, enfin Patient. il faut intégrer l'INS. Alors là, c'est plus un sujet INS, hein, que peut-être Oui, interopérabilité. interopérabilité, oui, c'est ça. Hem, mais voilà, bah, pour répondre, il faut effectivement là, dans ce cas-là, créer l'identité, enfin récupérer ou créer l'identité du patient. Mmh. Voilà, mais on est un petit peu hors cadre Oui, tout à fait. du sujet interop, donc Je vais peut-être reprendre la main, Yves, si ça te va, en fait, oui, bah, et je pour pense vous que voilà, laisser il y a vous répondre dans le chat aux différentes questions. oui, oui, tout à Oui. fait. Tu peux poursuivre. Merci. Ok, Merci à tous. merci Philippe, merci Yves, De rien. merci Johan. Donc, moi, Maël Priour avec Kereval, Aurélie, Adrien et Marc qui sont avec moi. En fait, on va vous présenter l'espace de test d'Interop. Donc, qu'est-ce que c'est que cet espace dans le cadre de l'INS, en fait, vous avez pu voir que vous avez 3 tests de vérification de conformité qui sont liés à PAM, essentiellement, donc ça va être de la consommation d'identité via des TPAM. Qu'est-ce que c'est que l'espace de test d'interop? L'espace de test d'interopabilité a été mis en place maintenant il y a 2 ans dans le cadre de la feuille de route de numérique en santé, avec un partenariat ANS Interop Santé, ce qui fait qu'à tout moment, vous pouvez retrouver des outils qui vous permettent de faire de la validation au regard des spécifications produites par Interop Santé, l'ANS ou les spécifications internationales. Cet espace de test est accessible en mode libre service. Je vous ai remis le lien, c'est interop.santé.gouv.fr et vous pouvez vraiment valider l'ensemble de vos documents en fait, que ce soit de la phase de conception ou de réalisation sans aucune inscription. Les tests qu'on va vous demander dans le cadre du référencement et donc les tests qui sont de type conformité sont aussi accessibles en mode libre service. Donc, il n'y a pas de surprise pour vous. À tout moment, vous pouvez accéder aux tests et savoir ce qu'on va vous demander dans le cadre des différents référencements. Je vous ai remis le lien qui vous permet d'accéder à l'ensemble des tests qui vous seront demandés. Et donc, au regard de cette plateforme en libre service, on a créé une plateforme qui est dédiée au référencement. Et donc, à la différence du mode libre service, en tant qu'éditeur, on va vous demander de vous connecter. Donc là, ça va être plutôt en mode authentifié. On va vous demander de valider des étapes de test et de passer des scénarios de test. Ce qui fait que, qu'est-ce que va faire l'ANS ou le vérificateur? On va vérifier vos tests et les étapes de test par rapport aux données que vous nous avez produites.
Donc là, je vous ai remis un petit schéma pour éviter de confondre les deux plateformes. Donc, il y a vraiment la plateforme en libre service qui est interop.isanté.gouv.fr. On a accès à un ensemble de validateurs, que ce soit sur des validateurs produits par l'ANS, Interop Santé, ou des validateurs internationaux produits par IHE. Sur la plateforme de référencement, on va retrouver que les outils de validation qui sont dédiés au référencement. Et nous, dans le cadre du DMN, c'est les outils de validation produits par Interop Santé, flux HS7V2, ADT PAM qui vont nous intéresser. Et donc, la création, oui, sur la plateforme de référencement, une information importante, la création de votre compte sur cette plateforme est créée par l'ANS. Pourquoi par l'ANS? Parce que c'est l'ANS qui va vérifier votre identité, qui va vous créer le compte sur cette plateforme. Pour avoir un compte sur cette plateforme, il faut donc que vous déposiez un dossier et que votre dossier soit éligible. On va faire un petit point sur les focus et particularités de la plateforme qui peuvent vous intéresser. En fait, pour les tests de consommation pour l'INS 45 dans le cadre du DMN, on a mis 3 tests en place. Un test de suppression du matricule INS, un test de consommation d'identité sans INS et un test de consommation d'identité avec INS. Donc, c'est ces 3 tests qu'il faudra passer. Pour pouvoir passer ces 3 tests, vous avez le choix, soit utiliser le patient manager. Le patient manager, c'est quoi? C'est un outil qui va permettre de simuler l'outil de gamme ou le DPI avec lequel vous êtes connecté. Et c'est celui-là qui va vous envoyer vos messages via le protocole MLLP. Pour pouvoir utiliser Patient Manager, on va vous demander d'avoir une adresse IP publique, d'avoir un port ouvert. Donc, des fois, pour des raisons de sécurité ou autres, il est difficile de s'y connecter. C'est pour cela qu'on a mis en regard des tests du Patient Manager, des tests qu'on dit dits manuels, où il sera à votre charge d'intégrer ces différents messages dans votre logiciel. Donc, c'est vraiment un choix que vous avez. Hein. Soit vous utilisez les tests connectés, ou soit les tests manuels. Donc, une fois qu'on vous a remis le lien vers l'outil de la plateforme de référencement, c'est une mine d'informations. Quand vous allez commencer votre référencement, je vous invite fortement à le lire. Autrement, comment ça va se passer? Donc, vous allez déposer votre candidature auprès de l'ANS. L'ANS vous a informé comme quoi elle vous a créé un compte sur la plateforme Gazelle dédiée au référencement. Vous vous connectez en haut à droite sur le petit bouton connexion CAS. Une fois connecté, vous cliquez sur le petit bouton CAT. Et en cliquant sur le bouton CAT, tout simplement, vous avez accédé à l'ensemble des tests. Pour pouvoir lancer le test, il vous suffira de cliquer sur le bouton le petit plus. Là, si je fais le test const d'ALINS, en cliquant sur le bouton petit plus, je me retrouve avec une description de test, ce que je dois faire en tant qu'éditeur et quelles sont les méthodes d'évaluation du test par les moniteurs. Un test est composé de plusieurs étapes. Donc, nous, ce qu'on va vous demander, c'est de valider l'ensemble des étapes de test. Et en mettant des preuves sur l'ensemble des étapes de test, c'est soit des copies d'écran, comme quoi le patient a été bien intégré dans votre logiciel, comme quoi le message est bon, comme quoi l'appel au téléservice a été fait. Une fois que vous avez validé l'ensemble de ces étapes de test, ce qu'on va vous demander, c'est de valider le test. Et donc, il faudra, une fois que vous avez donc validé l'ensemble des étapes de test, vous passez le test à vérifier. Et une fois que le test est à vérifier, il vous suffit de recouper le lien permanent du test. Et c'est ça qui va vous servir de preuve et qui doit être communiqué auprès de l'ANS. C'est grâce à ce lien permanent que les moniteurs ou les gens qui vérifient le test vont pouvoir retrouver votre test et vérifier la bonne conformance des informations que vous avez indiquées. Pour tout problème avec les tests d'interop, l'espace de test et autres, je vous ai remis l'adresse mail sur laquelle vous pouvez nous contacter et on vous sera un plaisir de vous répondre. Yves, je peux te redonner la main maintenant. Je pense que c'est bon pour moi. Ok. Donc, effectivement, on a fini la présentation. Donc, on va peut-être pouvoir répondre à certaines questions. Alors, les questions qui sont dans le chat. Je ne sais pas s'il y a des nouvelles questions ou si on a oublié certaines questions. Vous
pour l'instant, j'ai l'impression que vous avez répondu à tout. Oui. Je suis en train de répondre à une dernière question, là. Bah, si tu veux répondre oralement, Philippe, en attendant, éventuellement. Donc, si je regarde les questions à chaque fois, voilà, toujours par rapport à la réception de LNS, hein, voilà. Donc là, oui, c'est bien. Il faut, si vous avez, je regarde, c'est Monsieur Ada, hein, toujours sur un profil patient. Voilà, on va récupérer LNS des patients. Donc, de toute façon, non, d'avoir, donc dans votre solution, vous devez récupérer ces TNS de, par exemple, s'il est qui vient, il a été inscrit dans la solution à partir de l'hôpital, vous devez recevoir l'INS de l'hôpital, soit du DPI ou de la gamme, effectivement, avant de pouvoir utiliser votre solution avec le profil patient et tout. Vous devez récupérer ces TNS par exemple, d'un référentiel d'identité qui soit muni, soit qui est à l'hôpital ou soit cabinet de trucs. Vous devez récupérer ces TNS. Oui, c'est bien le système de télésurveillance qui récupère l'INS auprès de la gamme. Auprès de la gamme ou des DPI ou sinon voir d'un LGC. Voilà, je pense que c'était ça la question. La question, oui, voilà. Alors, la question de Monsieur Gomez, si nous implémentons la connexion au téléservice INSI, doit-on également prévoir la récupération de l'identité patient, donc également depuis l'hôpital? Donc, c'est toujours la même question, en fait, hein. C'est que même si vous êtes référentiel d'identité, la consommation d'identité est obligatoire pour tous les systèmes de télésurveillance. Voilà, ça correspond au profil général du référentiel. Voilà, donc avec le fonctionnement des profils au niveau du référentiel, effectivement, l'INS 45 dont on a parlé aujourd'hui, c'est dans le profil général qui est donc le profil obligatoire pour tout le monde et voilà. Donc je vois Amina Moussafer qui nous demande un contact. Donc c'est toujours possible de nous contacter, donc je vous invite à le faire via le formulaire que j'avais donné au début de la présentation depuis le portail industriel. Et voilà, donc si vous avez des questions plus précises par rapport à votre solution, on pourra y répondre, on est là pour ça. Donc je vois Monsieur Boisseau qui dit l'INS prévaut sur les identités fournies par l'hôpital. Alors normalement, l'hôpital fournit des identités maintenant avec l'INS. Je ne sais pas si Philippe, tu veux compléter, mais ouais. le seul référentiel, c'est bien l'INS, quoi. C'est l'INS, voilà. Donc tout à fait. Donc, en général, ce qu'on a vu répertorié, généralement, le plus souvent, c'est l'hôpital qui avec qui est référentiel d'identité et qui doit effectivement, dans le cadre du Ségur, inclure l'INS. Dans la majorité des cas, je pense que ça viendra de l'hôpital, mais ça pourrait aussi des entités fournies par des LGC, des cabinets médicaux privés, mais en général, notre observation, c'est moins le cas, c'est plus rare. Mais généralement, les entités sont fournies par l'hôpital. Alors, je vois une autre question de Monsieur Terry. Quand prévoyez-vous de publier la V2 du référentiel? Pouvons-nous connaître les grandes lignes de ces futures exigences? Alors, donc ça dépasse un petit peu le cadre de ce webinaire, mais en 2 mots, pour l'instant, on n'a pas encore de calendrier sur la V2. Les grandes lignes ça, on peut effectivement les donner. Alors, peut-être juste en 30 secondes, mais cette V2, elle va distinguer différents types de dispositifs médicaux numériques. Ce que je peux dire, c'est que quand il y aura un accès patient, ça va se rapprocher effectivement du MES, de mon espace santé. Il est probable qu'effectivement, il y ait un référencement auprès de mon espace santé qui soit demandé dans le cadre de la V2. Voilà.
et puis après, il y aura un certain nombre d'autres points. Et effectivement, au niveau interopérabilité, il y aura la compatibilité avec le DMP. Il y aura aussi la messagerie sécurisée de santé. Voilà, tout ça, c'est des sujets justement interopérabilité qu'on a décalés en V2 pour pas que la marge soit trop haute à monter dans le cadre de la V1. Voilà, en quelques mots, mais ça, on reviendra vers vous, bien sûr, dans les prochains mois sur ce sujet. Et après, je vois une dernière question là. Bonjour, c'est d'Audrey Luet. Excusez-moi pour la prononciation. Bonjour, pour être sûr de bien comprendre, le système doit être en capacité de consommer l'identité depuis un système tiers, tout à fait. Mais la mise en place de flux dans l'établissement n'est pas obligatoire si nous interrogeons l'INSI. Alors, je pense que là, quand vous dites la mise en place de flux, c'est-à-dire que si vous êtes référentiel d'identité, dans ce cas-là, ça, c'est pour le cas où effectivement vous n'êtes pas interconnecté avec un hôpital ou un LGC qui serait lui-même référentiel d'identité. Donc, c'est pour ça que c'est pas forcément obligatoire, les flux. Après, il peut y avoir aussi des systèmes de télésurveillance qui vont être déployés dans des endroits où ils peuvent être esclaves de l'identité et dans d'autres établissements de santé où là, ils peuvent être simplement récupérer l'identité. C'est pour ça que le cas de récupération de l'identité a été demandé pour tous. Voilà. Donc après, c'est en fonction du déploiement. Donc j'espère que ça répond à la question. On va attendre, il y a d'autres personnes, on a encore quelques minutes. Alors, il y a la question de Cédric Ada. Et par quel moyen technique le DMN va chercher l'INS d'un patient depuis un GAM? Y a-t-il un moyen standardisé prévu? Donc, au niveau des messages, au niveau des messages HS7, HS7, il n'y a pas de forcément, c'est souvent des protocoles TCP/IP qui, il n'y a pas d'obligation sur un protocole de transport précis. Ça peut être effectivement souvent avec les messages HS7, hein, on voit souvent l'utilisation du protocole MLLP, Minimum Lower Power Protocol, c'est-à-dire c'est un protocole de transport bidirectionnel qui sont utilisés. Ça peut être aussi, s'il y a une simple copie de fichier, ça peut être aussi un protocole FTP, File Transfer Protocol, qui permet une copie de fichier. En fin de compte, c'est des protocoles adaptés, simplifiés, des protocoles TCP/IP. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Alors, je vois d'autres questions. Est-ce que l'accès aux données se fait via une API sécurisée? Alors, je ne sais pas de quelles données on parle. Est-ce que c'est la partie téléservice INSI? Je ne sais pas, mais sinon, évidemment que c'est une API sécurisée. Voilà, je ne suis pas l'expert de cette partie-là, mais je peux répondre que c'est effectivement une API sécurisée. Je pense que c'est lié à la question précédente, hein, sur le flux de messages, effectivement, si c'est en MLLP ou pas. Ah ouais, d'accord. Je pense que c'est lié à ça, hein. Sans doute, oui. C'est vrai qu'on a du mal des fois à trouver le fil. Est-il possible d'avoir une réponse à la question de Camille à 14h45 concernant... Alors, Et donc la question en question, c'est « Bonjour, dans les faits, si les hôpitaux n'ont pas fait les travaux nécessaires pour intégrer l'INS, est-ce que cela a un impact sur notre profil de type général ou référentiel d'identité, vu que nous serons en incapacité de nous interopérer avec eux ?» Alors, aujourd'hui, nous, au niveau du référentiel et de la certification, nous, on certifie une solution et c'est vous qui choisissez si vous êtes référentiel ou esclave de l'identité. Voilà, donc à partir de votre choix, on certifie. Maintenant, il faut savoir après que vous allez être déployé
dans des hôpitaux ou autres qui auront fait les travaux ou pas, et qu'il va y avoir un système d'audit qui va être mis en place et il pourra y avoir des contrôles effectués. Et l'objectif de tout ça, c'est que l'INS soit qualifié dans les systèmes, dans tous les systèmes, quoi. Donc, si effectivement les hôpitaux n'ont pas fait les travaux et que vous n'êtes que vous êtes juste en mesure de récupérer l'identité, ça va pas permettre d'avoir des INS qualifiés. Donc là, il y a 2 possibilités. C'est soit vous forcez les hôpitaux à faire les développements, soit vous êtes référentiel d'identité. Il n'y a pas d'autre choix pour atteindre l'objectif. Donc là, normalement, les hôpitaux ont dû, la plupart, faire les travaux dans le cadre du Ségur. Maintenant, s'il y a des cas où c'est simplement en cours, bah, ça, c'est juste une question de timing. Et si, par contre, les hôpitaux n'ont pas fait les travaux, bah, vous pouvez aussi nous envoyer pour qu'on voit qu'est-ce qu'on peut faire. Mais le but, c'est que quand vous allez être déployé, vous ayez dans votre système des INS qualifiés. Parce que quand nous, on va contrôler, on va faire des audits pour contrôler tout ça, là, ça risque d'être problématique. Et en plus, ce qui est assez nouveau et qui est passé, ou qui va passer au niveau législatif, c'est qu'il y aura aussi des pénalités assez importantes qui risquent d'être mises en place si justement le référentiel n'est pas respecté. Donc, alors quel type de pénalité? C'est tout simplement des pénalités financières hein, qui seront mises en place. Voilà, donc tout ça va être précisé dans les prochaines semaines. Sinon, je reviens sur la question, est-ce que l'accès aux données se fait via une API sécurisée? Donc là, à un moment donné, quand on est dans le cadre du HEPAM avec des messages HS7 ADT, on est plutôt dans le cadre de protocoles de communication TCP/IP hein, qui peuvent être sécurisés et tout. Donc là, c'est comme je disais, il y a un certain nombre de protocoles possibles en import et forcément, il se doit être sécurisé. On n'est pas dans le cadre, effectivement, forcément d'une API sécurisée où on parle quelquefois de Fire ou autre. Hein. C'est pas tout à fait la même problématique. Bah, écoutez, je crois qu'on a fait le tour des questions et on arrive au bout de l'heure, donc parfait. Autre question. Si j'ai bien compris, dans le cas où on n'est pas référentiel d'identité, il faut faire un travail d'interfaçage spécifique pour chaque centre de santé, GAM ou cabinet LGC pour récupérer les INS qualifiés et le dispositif médical est responsable si cet interfaçage ne fonctionne pas. Donc effectivement, il faut faire alors ce travail d'interfaçage spécifique. Bah, justement, avec l'interopérabilité, c'est pas forcément un interfaçage spécifique, hein, puisqu'il y a un standard pour récupérer l'INS. Et ensuite, est-ce que le DMN est responsable? Là, c'est un point plus juridique. Est-ce que c'est de la responsabilité de l'hôpital ou du système de télésurveillance? Ça, je vais prendre la question. Je vais prendre la question et voir avec les bons services comment ça sera opéré, quoi. Allez, je vous propose de prendre une dernière question avant d'arrêter ce webinaire. Avez-vous un pourcentage des hôpitaux ayant bien intégré les exigences? Alors, j'ai pas de chiffres pour l'instant. Je sais pas si je peux récupérer ce chiffre. J'imagine que oui. C'est pareil. Je me note la question et on va essayer de récupérer ce chiffre si on l'a. Peut-être juste pour rappeler
les choses qu'en fait, l'utilisation de l'INS pour référencer les données de santé est obligatoire depuis le 1er janvier 2021. En fait, ça ne veut pas dire que tout le monde le fait, mais c'est déjà obligatoire depuis plus d'1 an. En fait. Voilà, et donc effectivement, ce qui est sûr, c'est que là où il y avait une certaine souplesse au début, de plus en plus, le système va contraindre les différents opérateurs à faire les travaux nécessaires. Donc, j'ai bien compris qu'effectivement, l'interfaçage avec les différents hôpitaux, s'ils n'ont pas fait les travaux, mais ça, c'est une question, on reviendra vers vous sur ce point. Et sinon, peut-être une remarque globale. J'ai vu qu'il y avait beaucoup quand même de questions et on s'y attendait un petit peu sur justement, est-ce qu'on doit être référentiel d'identité ou esclave de l'identité? Donc, c'est un sujet qui est annexe un petit peu à la partie interopérabilité. Mais voilà, donc je vous invite vraiment à aller voir les webinaires sur la partie INS qui, j'espère, vous aideront à décider si justement vous devez être simplement esclave de l'identité ou référentiel d'identité. Et puis sinon, il y a les experts de l'ANS qui pourront vous aider sur ce point. Voilà. Merci à tous les 4 pour cette présentation. Merci à tous pour votre participation et vos questions. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. On se retrouve très bientôt pour de prochains webinaires. Bon après-midi. Merci, au revoir. Merci, au revoir.